Bonsoir Léo. Bonsoir Salut. Léo. Salut tout le monde. Et soyez gentils avec moi tout le monde, hein. C'est ma première interview. Ah, ok. Salut. Portrait, c'est comme ça qu'on fait. Tout à fait. On y va pour le petit clip. Bonjour Léo Koutelek, tu as 38 ans, tu connais la maman de Sophie, tu es candidat dans la première... Moi j'ai fait une vraie enquête. Tu es candidat dans la première circo de la Nièvre, tu es enseignant-chercheur, ton premier engagement politique est une intervention dans un meeting pour le non à la Constitution européenne en 2005. Tu as gagné et tout de suite après, tu as donc perdu. Ton livre préféré, Le journal intime d'un arbre, c'est un roman de Digne van Kobler. Ton morceau préféré, c'est ton invitation de Louise Attaque. Tu as un savoir-faire insolite, déclencher un fou rire dans une réunion très sérieuse. Oui. Tu seras donc, au nom de Prune Bourbon, enfin surtout en mon nom, notre député Garcimore. D'accord. Et j'ai travaillé dur, hein. Parfait. Moi j'adore, moi je valide. Très bon comme surnom. Tu valides ou pas, Léo? Tu m'en veux ou pas? Non, c'est un beau portrait. Non, c'est parfait. C'est Bon, parfait. ça va. Parce que je suis en période d'essai, ils peuvent me virer, hein. Ah, mais j'ai vu que tu as aussi les sourcils quand on a parlé de ma mère, mais il y a qu'à le dire, tout le monde connaît la maman de Sophie. Tellement c'est une grosse militante sur sa circonscription. Bah ouais, mais il faut être proche de la Bourgogne, quoi, je pense. Mais c'est ça. oui, c'est sur la cirque de Côte d'Or. Ouais. Ah, c'est pour ça. Ouais, moi, je suis vachement loin. Eh bien, nous passons à la question honteuse. Ah. Et là, autant te dire que moi, je ne peux pas le prononcer en tant que... Parce que moi, je suis encore députée. Et toi, en tant que futur député, là, franchement, tu vas le dire toi-même et j'ose espérer que tu vas mourir en le disant. Dis qu'est-ce que tu fais. Dis qu'est-ce que tu fais. Tu te rappelles pas qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, je me souviens plus. Quoi? Tu regardes quoi? Ah ouais. Ah, mais j'ai le droit de le dire ça? Ah bah voilà. Ah bah, maintenant t'assumes. Et ben maintenant assume. Non, j'adore regarder des séries sur une plateforme américaine qui voilà, dont le nom commence par net, voilà. Unis par Flix. Donc autant vous dire que. En ce moment, j'ai pas le temps. Voilà. Donc non, mais tu feras pas comme Valérie Pécresse en disant dans quelques semaines je vais pouvoir reprendre. Ouais. Non, je dirais pas ça. Donc voilà. Et maintenant la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Demain, tu es député. Quelle loi tu fais voter à l'Assemblée? Alors, la première loi que j'aimerais qu'on puisse voter à l'Assemblée, c'est une loi instaurant la sécurité sociale de l'alimentation. Parce que ça me semble être un sujet de première importance par rapport à la précarité alimentaire. 8 millions de Français sont à l'aide alimentaire. Sur ces 8 millions de Français, on sait que qui sont à l'aide alimentaire, le taux d'obésité et de surpoids est 2 fois supérieur à la moyenne nationale, hein, 29% de surpoids et d'obésité pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire. On sait que l'aide alimentaire, c'est une violence symbolique, une violence sociale pour ceux qui sont obligés d'en bénéficier. Et puis, on ne compte pas tous les précaires alimentaires qui ne bénéficient pas de l'aide alimentaire. On considère qu'il y en a plus de 10 millions en France. Et ensuite, il y a les insatisfaits de leur alimentation, c'est-à-dire les personnes à qui on pose la question, est-ce que voilà, vous n'avez pas de problème pour vous nourrir, mais est-ce que ce que vous mangez, vous êtes satisfait de ce que vous mangez? Il y en a 20 millions qui répondent, c'est des enquêtes, hein, c'est des
enquêtes d'opinion qui sont faites, mais qui sont assez concordantes. Il y en a 20 millions qui répondent que non. Donc, il y a vraiment un problème de précarité alimentaire, d'insatisfaction alimentaire dans notre pays, alors qu'on est un pays agricole, on a un pays des produits, du terroir, hein, tout ça, on le vante d'un point de vue marketing. Mais en fait, derrière, il y a une réalité, c'est que le sujet d'alimentation n'est pas un sujet politique, n'est pas un sujet qui intéresse le politique. Il n'y a pas de ministère d'alimentation, il y a un ministère de l'agriculture, et puis il y a des politiques de l'alimentation, mais qui sont en fait subordonnées à des programmes de santé ou à des programmes agricoles. Et donc, le projet d'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est d'abord remettre cette question de l'alimentation au cœur des problématiques politiques, hein, au cœur du débat public, et puis de le faire en sortant de ce système violent, hein, symboliquement et socialement, qu'est l'aide alimentaire, pour éviter de stigmatiser une population, et que, comme la santé, comme l'éducation, l'alimentation puisse être un bien commun, universellement rendu à toute la population. Voilà, donc le projet d'une sécurité sociale de l'alimentation, ça sera mon projet phare, c'est celui que je défends depuis 20 ans, hein, quasiment en tant que militant associatif. Ce projet, il a émergé il y a une petite dizaine d'années, hein, le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Mais moi, je le défends en tant que militant depuis 20 ans dans différents réseaux, dans différentes associations. Et donc, voilà, je pense que ça peut vraiment être un outil de lutte contre la précarité alimentaire et de réorientation de notre modèle agricole. Voilà. Bon, moi, pour sûr, à l'étonnement général, je valide. Super. J'en profite pour bordéliser, pour saluer Sacha André, qui est candidat dans la 9e du 33, qui vient de se connecter, qui est le député Gank, et qui vient de s'afficher comme ça dans le chat. C'est son surnom officiel, donc on le salue, parce qu'il vient nous voir en plus. Donc voilà, j'en profite pour le saluer. Pardon, Caro. Et ça devient n'importe quoi. C'est moi qui bordélise normalement. Alors là, j'anime, tu bordélises. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Non, mais l'alimentation, c'est super important. Et je fais un coup de pub sur le livre de Loïc Prudhomme, qui avait fait un livre sur. Et ben ça y est, je vais pas avoir le titre. Je l'ai offert à tout le monde sur la malbouffe. La malbouffe, voilà. Ouais. Sur la malbouffe qui était très bien fait. Voilà. Et donc du coup, vous serez pas trop de deux, mais je pense que vous serez pas que deux sur ce sujet. Ouais. Et c'est moi qui interview. Nous allons faire la question Prune Mirabelle. À qui veux-tu coller des... Ah ben non, le jingle. Le jingle. Donc ce sera la question Prune avec 50% de Mirabelle. À qui il faut que tu colles des prunes chez toi? À qui il faut que tu colles des prunes? Toi? Moi, il y a ma principale adversaire, c'est la sortante, la députée sortante, Perrine Goulet, de la majorité présidentielle. Elle est du MoDem, mais elle est tout à fait macroniste dans ses votes. Voilà. Donc, elle était macroniste au départ. Elle était macroniste, elle est maintenant au MoDem et elle est en fait dans cet ensemble macroniste. Voilà. Donc Perrine Goulet, pour la présenter un peu, c'est celle qui s'est fait connaître au début de son mandat pour avoir proposé d'installer dans les centrales nucléaires des miradors et de tirer sur les militants de Greenpeace qui pourraient s'introduire dans les centrales nucléaires. Voilà, tirer, pas simplement tirer pour faire peur, tirer pour tuer. Voilà, bon. Donc, il y a eu un scandale autour de cette proposition-là, évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Elle a un peu reculé en disant que non, c'est pas du tout ce qu'elle voulait dire, mais le problème, c'est qu'elle a été filmée dans une commission à l'Assemblée nationale en train de dire ça et que c'est resté et que c'est vraiment ce qu'elle a dit. Voilà. C'est marrant. Un bon point d'attaque. C'est du Luc Ferry dans le texte, hein, qui voulait tirer sur les gilets jaunes aussi à balles réelles, on rappelle. Ouais. Et tu as d'autres candidats? Tu as des dissidents, des... Pas de dissidents. C'est pas une obligation. Non, pas de dissidents chez nous. Tout le monde est derrière ma candidature. Toutes les forces politiques ont joué le jeu et se sont au profit de ma candidature. Donc, on marche tous ensemble. Après, il y a dans ma circonscription, qui est une circonscription rurale, hein, la Nièvre, c'est très rural. Sur le département, c'est moins de 200 000 habitants. Ma circonscription, c'est 100 000 habitants. C'est le Rassemblement national qui a fait des très bons scores à la présidentielle.
Voilà, donc bon, c'est un adversaire aussi. C'est un adversaire qui fait moins peur parce que on sait que le vote Rassemblement National, le vote Le Pen, il est quand même moins fort aux législatives. L'abstention est plus importante aux législatives qu'à la présidentielle dans ce camp-là. Donc, on va dire que c'est un adversaire qui fait moins peur. Et voilà, ça va se jouer entre LREM et nous, quoi, surtout. Voilà. Et t'as Reconquête, t'as Patriote, t'as quoi? Il y a Reconquête, il y a Patriote qui s'est allié à Debout la France et un parti pour le Frexit. Donc ils sont ensemble. On a un lutte ouvrière. On a quoi d'autre? On a LR, évidemment. Voilà. Et puis on a une petite candidature sans étiquette, enfin 2 candidatures sans étiquette, mais qui sont anecdotiques. Ouais. Voilà. Très bien. Parfait. Parfait, tu es parfait. Et bien maintenant, c'est la question Bourbon. De quoi as-tu besoin? Tu as le droit de tout demander, même un humoriste. Généralement, ça le fait venir. Que j'aurais besoin. Pour la blague, en fait, Bruno Gassio Ouais. Vas-y, Léo, pardon. Non, disons que, bon voilà, un peu comme tout le monde, de la visibilité, c'est vrai que je pense que c'est un peu général, c'est-à-dire qu'il y a un élan au niveau de l'élection présidentielle qu'on a envie de retrouver aux législatives, mais le problème étant qu'à la présidentielle, on avait un porte-parole qui était très connu et plusieurs porte-paroles très connus, hein, Jean-Luc Mélenchon, et puis évidemment toute son équipe qui était très, très médiatisée et très bon médiatiquement. Cet élan, effectivement, dans des circonscriptions où il n'y a pas les figures nationales, on le retrouve moins. Donc c'est vrai que le soutien de figures nationales sur des circonscriptions, notamment rurales, parce qu'on sait on sait que on a pêché, hein, les 400 000 voix qui nous a manqué pour passer au second tour, on aurait pu aller les chercher en milieu rural. On a été très bon dans les quartiers populaires, on a été très bon dans les villes, mais on n'a pas été bon dans la ruralité. Pourtant, on a un beau programme pour la ruralité, on a des vraies idées, on a des vraies réponses pour ces territoires. Et je trouve que c'est pas assez soutenu et c'est pas assez valorisé dans la campagne au niveau national. Voilà. Donc peut-être une visibilité de ces thèmes, d'une part, une visibilité des réponses que apporte la NUPES sur ces thèmes-là, et puis un soutien effectivement à ces territoires comme le mien où on a une fracture sociale, une fracture territoriale énorme, vraiment énorme. Hein. C'est voilà, au niveau d'accès, au niveau des transports, au niveau de l'éducation, c'est des situations qui sont on parle d'urgence sociale, hein, ça a été le thème de la conférence d'hier de presse. Nous, l'urgence sociale, elle est très forte. Hein, voilà. On a toutes les maternités du département qui ont fermé. La dernière maternité, elle est à l'hôpital de Nevers et elle ne fonctionne que grâce à la réserve sanitaire. C'est-à-dire qu'on a besoin de 20 sages-femmes pour faire tourner la maternité sur l'hôpital de Nevers et il n'y en a que 14. Donc, on a dû faire appel à 6 sages-femmes de la réserve sanitaire qui, je pense, cet été vont prendre des vacances ou s'occuper de leurs petits-enfants pour certaines. Et la maternité va sûrement fermer. Et donc, dans un département comme la Nièvre, dans une ville-préfecture comme Nevers, nous n'aurons plus de maternité. Donc voilà la problématique de la ruralité très concrètement. Voilà, c'est celle-ci. Et c'est vrai que de quoi j'ai besoin, c'est de la visibilité de ces problématiques-là au niveau national. Hein, voilà, pas les ignorer et puis d'un soutien quoi, pour venir nous épauler sur ce combat-là. Voilà. Je refais la minute Isabelle Rosaire. Si tu as des questions, sage-femme, ma mère est sage-femme, syndicaliste à la CGT. Donc sur la réception pas très loin de chez toi en Côte. Donc n'hésite pas à lui poser des questions là-dessus. Elle est hyper calée. Elle a beaucoup de batailles sur la fermeture des maternités en milieu rural. Et sinon, entièrement d'accord avec toi, puisque même si maintenant je vis à Bruxelles, je garde mon cœur en Bourgogne sur le fait que les terreaux en fait concentrent tous les éléments dont nous parlons dans l'avenir en commun, toutes les problématiques, que ce soit l'agriculture, l'alimentation durable, mais aussi le fait
facteurs qu'on défend d'une meilleure agriculture qui peut employer entre 400 000 et 600 000 grammes. La question des transports, la question des déserts médicaux dont on vient de parler, c'est vraiment à entrer et d'accord avec toi pour que Paris parle un peu davantage quand même ces sujets-là qui sont vraiment très importants et qui sont un autre aussi potentiel de sionistes dont on ne parle pas assez, heureusement. Ouais, tout à fait. Alors, je vais essayer de ne pas m'énerver. Moi, ça fait 4 mois, enfin 6 mois, même pas un an, que je m'énerve là-dessus. Sur la ruralité, j'en profite pour féliciter Caroline et Guillaume Chosmy, qui sont co-animateurs de Livrer Ruralité, qui font un boulot de dingue, et qui essayent de mettre ces sujets inlassablement sur le tapis. On a même imaginé une campagne, je ne sais pas si tu l'as vu, une campagne homemade qu'on avait sortie pour la présidentielle, mais qu'on ressort là via Prune Bourbon, qui est centrée autour des services publics. L'idée, c'est qu'on a créé des affiches ultra colorées dans lesquelles tu peux mettre un peu façon agence immobilière américaine, où tu mets ta tête dedans, ton nom, en disant « Moi, député, je m'engage à rouvrir ce service à coller sur tous les services publics fermés. » En fait, il y a un effet visuel extrêmement fort. Moi, je l'ai testé sur les petites communes autour de chez moi où il y a 2, 3, 4 services publics. Et c'est des bâtiments qui deviennent un peu gris, même dans l'inconscient collectif. Tu sais, tu ne les regardes même plus, parce que c'est même douloureux. Moi, l'école dans mon village, plus personne ne la regarde. Parce que l'absence des cris des enfants est douloureux vraiment pour les gens. Et quand j'avais collé des affiches colorées dessus en disant, donc pendant la présidentielle, si Jean-Luc Mélenchon est président, il s'engage à rouvrir ce service public en 2022, ça avait fait parler tout le monde dans le village. Tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, j'ai 4 services publics, tu sais, dans la rue principale, et tu voyais que ces affiches colorées qui redonnaient vie à un truc qu'on ne regarde plus. Donc, ces contenus sont disponibles. On a un drive, si tu veux, tu peux les prendre. Tu mets juste ton visage dedans, ton nom, et colle. Et on a fait aussi des petites cartes postales à mettre à boîter en disant moi, Léo Coutelec, j'ai identifié 4 services publics que je m'engage à réactiver si vous m'envoyez à l'Assemblée nationale. Et vraiment, moi, pour l'avoir testé dans les petits villages autour de chez moi, l'impact est immédiat. Parce que le sentiment d'abandon disparaît immédiatement en disant ah, enfin quelqu'un qui a compris quoi. Et effectivement, on en appelle de nos voeux, on va le clipper. On va le renvoyer à tout le monde. Il faut que la ruralité redevienne un sujet central dans cette campagne. Il aurait dû l'être plus encore pour la présidentielle. Il faut qu'il redevienne un sujet central. Parce qu'effectivement, c'est vraiment les oubliés de la République aujourd'hui. Il y a des gens qui sont abstentionnistes massivement ou qui votent FN massivement parce qu'ils ont le sentiment d'être complètement délaissés, d'être complètement abandonnés. Dès qu'il t'arrive une merde, quand tu as 1 heure pour aller à l'hôpital ou quand on a eu le cas sur l'une des émissions, un ami à moi, je l'ai vécu en live, son papa a fait une crise cardiaque, il a passé 2h30 dans son salon avec le SAMU qui lui mettait des charges pour le réanimer en permanence parce qu'il n'y avait pas d'hôpital qui pouvait l'accueillir. Bon, ce sont des expériences réellement traumatiques. Et quand tu vas au bureau de vote derrière, enfin quand tu as les élections qui se profilent, ben non, tu n'as pas envie de voter. Quand tu as vécu ça, tu n'as plus envie de voter. Donc effectivement, vraiment, enfin bravo Léo, il faut remettre la ruralité au centre de nos campagnes, parce que, enfin, de la campagne et de nos campagnes évidemment. Donc il y a ces contenus, on t'enverra le lien du drive si tu le souhaites. Je veux bien. Si tu veux, parce que vraiment, il faut vraiment axer là-dessus. Pardon, Caro. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, c'est juste pour dire que la grosse difficulté qu'on a, bon, ça je l'ai déjà dit, c'est que beaucoup des porte-paroles qui sont demandés sont en campagne ou font partie d'équipes, sont candidats ou font partie d'équipes de campagne. Donc, c'est très compliqué pour eux de se déplacer. Il y a d'autres personnes qui sont disponibles, mais qui, elles, ne sont pas demandées. Donc, ça, c'est un autre sujet. Donc, il ne faut pas hésiter, je rappelle, sur le site Action Populaire, de demander à avoir des gens qui se déplacent, parce que c'est souvent les mêmes personnes qui sont demandées. C'est relativement vexant pour les autres, d'ailleurs. J'ai eu le coup ce matin, donc c'était une personne me demandait, j'ai mal lu le message, Jean-Luc Mélenchon, et puis je faisais les mêmes réponses à tout le monde en disant désolé, mon agenda est surchargé. La personne m'a dit ah non, mais on veut pas toi, on veut Jean-Luc Mélenchon. Je suis bon, désolé. De toute manière, je pouvais pas non plus, donc ça tombait bien. Et c'est surtout aussi les médias qui prennent les sujets. Je suis dans un silence inouï. Jean-Luc, hier, est allé dans un hôpital. On fait Prune Bourbon, ce qui permet aussi que tous les soirs, on parle de déserts médicaux, d'urgences qui ferment, d'hôpitaux qui ferment. Tu parlais de maternité. Moi, ce qui me permet aussi de dire à Jean-Luc, à l'équipe de Jean-Luc, là, c'est n'importe quoi.
Ils sont allés à Strasbourg, ils sont allés dans un hôpital où ça va mal et les services ferment. Est-ce que quelqu'un en a entendu parler? Non, parce que les journalistes, maintenant, les hôpitaux, là, en ce moment, c'est pas leur préoccupation. Donc, voilà, pour autant, c'est fait, on essaye de mettre en avant, mais si et la ruralité, ça fait pas kiffer les journalistes. Et donc, à chaque fois qu'on a essayé d'en parler ou quoi que ce soit, ça prend pas. Et ça, c'est un vrai problème. C'est comme les EHPAD, ça prend pas jusqu'au jour où il y a un livre qui sort et que là, tu as tout le monde qui t'invite sur les plateaux parce que il y a un livre qui est sorti, quoi. Et c'est une grosse difficulté. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'essayer de le faire, mais que en attendant, on dépend toujours des journalistes. Mais maintenant, il y a Prune Bourbon qui existe et on est là pour faire remonter ce que tout le monde vit sur le terrain. Mais du coup, c'est aussi la stratégie des petites gouttes d'eau, parce qu'en fait, tu sais, pendant la campagne présidentielle, il y a un groupe d'action qui a organisé une réunion publique et qui voulait, avec une projection de Merci Patron, ils voulaient parler derrière aussi de ruralité, et ils ont demandé des intervenants, tu vois, et en fait, bon voilà, tout le monde était un peu bloqué un peu partout, et du coup, j'y suis allé. Moi, je suis personne, je suis membre de pub, mais je suis personne. Ils avaient une vingtaine d'inscrits, et en fait, le fait d'afficher un membre du Parlement de l'Union populaire, on a fini à Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne, c'est un village de 100 habitants, il n'y a personne. On a fini à plus de 200 personnes. Bon. Tu vois, ça ne fait pas un meeting de 10 000 évidemment, mais ils ont eu 17 inscrits dans le groupe d'action à l'issue de la réunion. Voilà, parce qu'en fait, encore une fois, c'est ce traumatisme de la ruralité. Quand moi, j'étais persuadé que je débarquais de Paris, je suis dans le Lot et j'ai fait juste dans le Tarn-et-Garonne, donc c'était pas très loin. Mais le fait de voir un membre du PUP arriver, j'avais mis mon costume et mon EPAP. Et puis bon, je suis quand même plutôt sympa, je crois. En tout cas, ça a fonctionné. En tout cas, les gens étaient contents, les groupes d'action sur le place étaient contents. Voilà, donc fais une demande sur Action Populaire. Si on ne te relance pas, relance le secrétariat général pour qu'on t'envoie quelqu'un. Et même si c'est pas Jean-Luc ou même si c'est pas Caroline Fiat, la personne qui viendra, en fait, malgré tout, ça peut avoir un effet, quoi. Voilà. Il faut ne demandez pas une personne. Moi, si je peux donner un conseil à tout le monde, ne demandez pas une personne. Ouais. Demandez un intervenant. Demandez un intervenant du PUP et les gens sont fantastiques. Enfin, tout le monde est formidable et ne demandez pas des têtes d'affiche. Premièrement, c'est vexant pour tout le monde. Demain, Léo, je pense que tu espères être député et tu seras député et je pense que voilà, tu vivras peut-être pas forcément très bien que d'être disponible et qu'on ne te demande pas. Donc, voilà. Voilà, ne demandez pas forcément des personnalités. Il y a des gens qui parlent très bien, même peut-être beaucoup mieux que Caroline Fiat. Donc, voilà, demandez un intervenant. Il y en a plein de dispo. Ok. Pas plein. Il y en a qui sont dispo et qui n'attendent que ça de venir vous rencontrer. Ça marche. Alors, la technique ninja. Non, tu as peut-être besoin d'autre chose, non? Non, c'est bon. Non. Allez, technique ninja. Allez. Alors, Léo, quelle est ta technique ninja pour convaincre? J'ai dû écrire quelque chose quand vous m'avez posé la question, mais je me rappelle plus. Moi, ce que je dirais comme ça, là, sans savoir si c'est ce que j'ai écrit, mais c'est de parler avec mon cœur. Voilà, parler avec pas simplement avec ma tête, mais avec ce que je ressens aussi. Et voilà, moi, je fais partie des candidats investis par l'Union populaire, membre de la société civile. Donc, je suis un militant associatif, je suis appartient à aucun mouvement politique. Je suis sympathisant évidemment de la France Insoumise, mais j'ai été investi au titre des membres de la société civile. Et c'est vrai que moi, c'est en tant que militant que je me présente, militant de terrain depuis 20 ans, qui voit les problématiques en face, qui les touche, qui s'y confronte, qui en souffre aussi, dans le sens où ça avance pas beaucoup en fait sur le terrain, parce qu'on a face à nous des politiques qui sont des rouleaux compresseurs. Moi, je suis dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation et de l'éducation populaire. C'est mes 3 domaines. Et c'est vrai que dans ces domaines-là, les choses avancent pas, voire elles reculent. Et du coup, moi, par exemple, dans le monde paysan que je connais bien, je vois la souffrance de ce monde paysan qui est en train de disparaître. Et
Et je connais bien leur visage, je connais bien leurs mains, je connais bien leurs paroles, je connais bien leur quotidien. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de faire comprendre aux gens, c'est que nous sommes en train de faire disparaître en fait une catégorie qui est plus une catégorie socio-professionnelle, qui est en fait une part de la population qui forge et construit l'âme de notre pays, qui construit nos paysages, qui a aussi été une partie de la population en fait qui a permis pendant longtemps de nous nourrir, qui a des savoir-faire, qui a une culture. Et nous sommes en train de la détruire. On l'a détruit à petit feu depuis 40 ans avec les lois de modernisation agricole. On détruit la paysannerie. Et voilà, donc moi j'ai envie de convaincre les gens sur des arguments politiques. C'est vrai, hein, on peut parler de la PAC, on peut parler des politiques d'installation, on peut parler du foncier. Je connais bien ces sujets, mais j'ai aussi envie de parler avec mon cœur, c'est-à-dire de dire c'est une crise sociale et anthropologique, c'est une crise humaine. Hein. C'est comme dans l'hôpital, on peut parler de budget d'hôpital, puis on peut parler de la souffrance des soignants. Dans l'agriculture, c'est pareil. Voilà, un agriculteur par jour qui se suicide, je pense que ça touche pas simplement la tête, ça touche le cœur et que voilà, moi j'ai envie d'éveiller les consciences, de mobiliser les gens aussi sur cette dimension-là. Voilà. Est-ce que tu as un argument pour le monde paysan aujourd'hui quand tu les rencontres par rapport au programme? Est-ce qu'il y a un truc qui accroche aujourd'hui les agriculteurs quand tu leur parles? Ça dépend lesquels. Quand je m'adresse à des agriculteurs conventionnels, qui sont aujourd'hui la majorité des agriculteurs, hein, il en reste plus beaucoup, il en reste 450 000 en France, mais la majorité sont quand même des agriculteurs conventionnels. Je sais qu'il ne faut pas les faire culpabiliser parce que ces personnes-là, elles sont victimes en fait d'un système de modernisation agricole. Et donc la mesure qui moi me parle dans le programme que j'ai défendu à la présidentielle, l'avenir en commun, c'est le désendettement des fermes pour la conversion en agriculture biologique. C'est-à-dire l'idée, c'est de dire ok, votre système, on sait qu'il n'est pas soutenable économiquement et écologiquement. Et donc, nous, on voudrait vous accompagner vers une transition agroécologique de votre modèle de production, mais on sait que vous êtes endetté et tenu à la gorge par le crédit agricole. Hein. 9 agriculteurs sur 10 sont au crédit agricole, donc je peux en parler comme ça. Et en fait, souvent, le crédit agricole a toujours été le bras armé en fait de la modernisation agricole pour orienter les politiques agricoles. Et aujourd'hui, c'est le bras armé pour éviter qu'elles se transforment. Et par l'endettement, hein, c'est la catégorie socio-professionnelle la plus endettée, hein, les agriculteurs. Et donc, la mesure, c'est la caisse de défaisance. Hein. Une caisse de défaisance, c'est en fait, si vous êtes OK pour vous engager dans une transition agroécologique de votre modèle agricole, de votre ferme, alors on va vous racheter la dette. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une mesure qui évite de faire culpabiliser les agriculteurs, qui les prend pour les victimes du système et non pas pour les responsables du système productiviste. Et voilà, qui est une mesure concrète. Et ça parle. Voilà, ça parle. Canon. Canon. Merci beaucoup, Léo. Merci. Merci à vous. Et on te retrouve donc en député Garcimore à l'Assemblée nationale. Ouais. Allez, je valide. Et merci pour ce que vous faites. Hein, c'est super. C'est génial. Merci beaucoup. Merci de le dire. Oui. Merci beaucoup. Continuez, c'est vraiment super. Ouais. Merci, Léo. À bientôt. Merci.